Certains disent que le véritable amour se mesure aux moments heureux. Moi, j'ai appris que l'amour, le vrai, c'est de rester, même quand chaque fibre de votre être vous crie de fuir. Je m'appelle Marguerite Dubois. J'ai 78 ans et je vis dans une petite maison à Chartres, exactement au même endroit où, il y a 53 ans, j'ai découvert la vérité sur mon mariage. La même maison où j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Tu vois cette bague? Elle est fine et usée, comme mes mains. Mais je ne l'ai jamais enlevée. Même pas ce terrible jour d'hiver en 1972, où mon monde s'est brisé en 1000 morceaux. Je me souviens encore de cette journée comme si c'était hier. Il faisait ce froid sec et pénétrant qu'on ne connaît qu'en hiver dans le centre de la France. Depuis le matin, une neige fine tombait sans relâche, recouvrant tout d'un manteau blanc immaculé. Nous avions 3 enfants à l'époque. Julien avait 10 ans, Claire 8 et le petit Thomas tout juste 5. Ils étaient chez ma belle-sœur Monique, à faire des bonshommes de neige et à boire du chocolat chaud. Moi, j'avais passé la matinée sur le marché de Noël du centre-ville, à vendre mes écharpes et moufles tricotées main. À cette époque, chaque franc comptait. Mon mari, Robert, travaillait dans une scierie, mais avec 3 enfants à charge et un prêt immobilier sur notre modeste maison à 2 chambres. Tout revenu supplémentaire était vital. Mon vieux cœur se réchauffe en pensant que mon histoire touche des gens bien au-delà de mon petit coin de Chartres. Je me souviens encore de la fierté que je ressentais en rentrant ce jour-là. J'avais vendu toutes mes paires de moufles et j'avais une belle liasse de billets dans la poche de mon manteau. Je pensais à surprendre Robert avec une nouvelle bouteille, isotherme pour ses repas. La sienne fuyait, et ce pauvre homme buvait son café tiède depuis des semaines. Notre maison n'avait rien d'exceptionnel selon les standards d'aujourd'hui. Un petit pavillon blanc aux volets bleus, légèrement en retrait de la rue, avec 2 grands érables dans le jardin de devant. Mais c'était la nôtre, et nous l'avions acquise à force de labeur. En remontant l'allée enneigée, j'ai vu la camionnette de Robert garée devant. Étrange, il n'était pas censé rentrer avant le soir. J'ai pensé qu'il était peut-être malade. Une vilaine grippe circulait cet hiver-là, et j'ai eu peur qu'il l'ait attrapé. Je me suis donc précipitée à l'intérieur, secouant la neige de mes bottes sur le perron. La maison était silencieuse, trop silencieuse. D'ordinaire, quand Robert était à la maison, la radio était allumée. Il aimait écouter ses matchs de foot et les infos. « Robert ?» ai-je appelé en retirant mon écharpe. « Tu es là, mon cœur ?» Pas de réponse. Mais j'ai entendu un grincement à l'étage. Notre chambre. Même aujourd'hui, c'est encore difficile à raconter. Le cœur sent avant que la tête comprenne. Le mien savait que quelque chose n'allait pas dès que j'étais entrée. Il y avait dans l'air un parfum qui n'était pas le mien, fleuri, entêtant, et 2 tasses de thé sur la table. L'une d'elles portait une trace de rouge à lèvres, un rouge éclatant. Je ne mets jamais de rouge. Quand je suis montée, chaque marche m'a semblé une montée vers ma propre exécution. Ma main tremblait sur la poignée de la porte. Un instant, je suis restée figée. Une partie de moi voulait redescendre, faire comme si je n'étais jamais rentrée. Mais l'autre, celle qui voulait savoir, m'a poussée à ouvrir la porte. Il y a des moments dans la vie qui divisent tout en un avant et un après. C'en était un. Là, dans notre lit, celui où notre plus jeune enfant avait été conçu, celui où nous avions passé des milliers de nuits côte à côte, se trouvait Robert.
Et avec lui, Sophie Martin, ma meilleure amie depuis le lycée. Ils ne m'ont pas entendu entrer. Je les ai vus attraper leurs vêtements, leur visage passant de la passion à la panique, puis à la honte. C'était comme regarder un film. Un film qui ne m'appartenait pas. Marguerite, balbutia Robert en tirant le drap jusqu'à sa poitrine. Je pensais que tu serais au marché jusqu'à 15 heures. Quelle remarque absurde, ai-je pensé, comme si le problème c'était mon emploi du temps, et non sa trahison. Sophie ne m'a pas regardée. Elle gardait les yeux rivés au sol, boutonnant sa chemise à la hâte. Ma meilleure amie, celle qui avait tenu ma main lors de mes accouchements, qui nous avait apporté des plats chauds quand Robert s'était blessé au dos 2 étés plus tôt, celle à qui j'avais confié tous mes secrets, mes rêves, mes peurs. Je n'ai pas crié, je n'ai pas jeté quoi que ce soit. Je me suis simplement retournée, j'ai refermé la porte et je suis descendue à la cuisine. Je me suis assise à la table, à côté des 2 tasses, et j'ai regardé la neige tomber dehors. Sophie est partie sans dire un mot. J'ai entendu la porte du fond claquer, puis sa voiture démarrer. Robert est descendu une dizaine de minutes plus tard. Il était livide, les yeux rougis par les larmes. « Marguerite », commença-t-il d'une voix brisée, « je ne sais pas quoi dire. » « Depuis combien de temps ?» ai-je demandé en fixant toujours la fenêtre. Ma voix ne semblait même pas m'appartenir. Calme, lointaine. « Ça n'a pas d'importance, » murmura-t-il. Je me suis tournée vers lui. « Pour moi, ça en a. »« 6 mois, » avoua-t-il enfin. « Ça a commencé l'été dernier, quand tu es allé chez ta mère avec les enfants. 6 mois, une demi-année de mensonges. 6 mois pendant lesquels ils ont ri dans mon dos, partagé des secrets, trahi ma confiance. « Tu l'aimes ?» demandai-je. Je devais tout savoir, comme on arrache un pansement. Robert ne répondit pas tout de suite. Il restait là, épaules affaissées, paraissant plus vieux que ses 36 ans. « Je ne sais pas, » dit-il finalement. « Peut-être un peu. » Ces mots m'ont transpercé plus que tout. Ce n'était pas seulement la trahison physique, c'était celle du cœur. L'idée qu'il avait donné son amour, ce cœur que je croyais nôtre, à une autre. Je tournais machinalement ma bague sur mon doigt, un geste nerveux que j'avais pris avec les années. J'aurais eu toutes les raisons de l'enlever, de la lui jeter au visage, de partir sans me retourner. C'est ce qu'aurait fait ma mère. C'est ce qu'aurait fait toute femme, digne de ce nom en 1972. Mais je ne l'ai pas fait. Tu te demandes peut-être pourquoi. Pourquoi je ne l'ai pas mis dehors immédiatement? Pourquoi je n'ai pas fait de scène? La vérité est complexe. Nous avions 3 enfants qui adoraient leur père. Nous avions un prêt immobilier. Et en 1972, une femme divorcée avec 3 enfants n'avait guère de perspective. Mais ce n'était pas seulement des raisons pratiques qui ont gardé cette bague à mon doigt. Assise là, dans notre cuisine, avec leur tasse encore chaude et leur trahison sous les yeux, Robert figé comme un chien battu, j'ai compris une chose. Malgré tout, malgré la douleur qui ne faisait que commencer, je l'aimais encore. 12 ans de mariage, une vie construite ensemble, des enfants élevés, des galères surmontées. On n'éteint pas ça, comme on ferme un robinet. Et puis, il y avait autre chose. Quelque chose qui m'a frappé, alors qu'il attendait là, debout, mon jugement. Robert toussait. Pas une petite toux nerveuse, mais une toux grave, rauque, venue de loin. « Depuis combien de temps tu tousses comme ça ?» demandai-je,
momentanément distraite de notre crise conjugale. Il balaya la question d'un geste. Quelques semaines, c'est rien, juste la poussière de la Syrie. Mais je connaissais mon mari. Je l'avais vu maigrir, le regard fatigué, quand il rentrait à la maison. Je pensais que c'était les heures supplémentaires, le stress de l'hiver et les factures de chauffage qui grimpaient en flèche. « Tu as vu le docteur Lambert ?» insistai-je. « J'ai pas besoin de docteur pour une toux, Marguerite, » répondit-il sèchement, avant de baisser les yeux, plein de remords. « Pardon, j'ai pas le droit de te parler comme ça, surtout pas aujourd'hui. » Ce qui arriva ensuite changea tout. Alors qu'il se tenait là, dans notre cuisine, attendant que j'explose, il se remit à tousser. Mais cette fois, ça ne s'arrêtait plus. Il se plia en deux, agrippant le bord du plan de travail pour ne pas tomber. Et quand il retira son mouchoir de sa bouche, je vis ce qu'il me cachait. Du sang, rouge vif sur le coton blanc. Je sus aussitôt que ce n'était pas une simple toux due à la poussière. C'était bien pire. Ce moment dans notre cuisine, ce sang sur son mouchoir, je ne l'oublierai jamais. C'est étrange comme la vie peut basculer. Un instant, le plus gros problème c'est que ton mari t'a trahi. L'instant d'après, tu as peur de le perdre pour toujours. Robert, murmurai-je en me levant. Depuis combien de temps tu craches du sang? Il n'osa pas me regarder. Quelques semaines. Ce n'est rien, Maggie. Juste un vilain rhume. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas ça. Son teint était livide. Pas seulement de honte. Il y avait aussi de la peur d'un homme dont le corps commence à le trahir. On va chez le docteur Lambert. Tout de suite, dis-je en attrapant mon manteau que je venais à peine de retirer. Marguerite, s'il te plaît, protesta-t-il. On doit parler de ce que tu as vu là-haut. Je le regardais. Cet homme que j'aimais depuis mes 19 ans. L'homme qui venait de me briser le cœur. Et pourtant je sentis quelque chose bouger en moi. La trahison était encore là, vive et douloureuse. Mais autre chose prenait le dessus. La seule chose dont on doit parler maintenant, c'est d'aller voir un médecin, dis-je d'une voix ferme. Le reste pouvait attendre. Il voulut répondre, mais une nouvelle quinte de toux le saisit, pire que la précédente. Je lui pris le bras alors qu'il se penchait, tout son corps secoué. Quand ce fut fini, il leva vers moi un regard plein de larmes. « J'ai peur, Maggie », avoua-t-il dans un souffle. À cet instant, ce n'était plus mon mari infidèle. C'était juste un homme terrifié face à sa propre mortalité. Et j'étais encore sa femme. « Je sais », dis-je. « Moi aussi j'ai peur. Mais on va traverser ça ensemble. » Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'était aussi naturel que respirer. Peut-être était-ce l'habitude, après 12 ans de mariage. Peut-être que je ne pouvais tout simplement pas imaginer ne pas être à ses côtés quand quelque chose d'aussi grave se passait. Ou peut-être savais-je déjà, au fond de moi, que ce qui nous attendait allait dépasser son adultère, ma fierté blessée, et même nous deux. Le cabinet du docteur Lambert était normalement fermé le samedi, mais il vivait à l'étage, et je savais qu'il nous recevrait. Il avait mis au monde nos 3 enfants. À cette époque, les médecins faisaient encore partie de la communauté, chose rare aujourd'hui. Il jeta un seul regard à Robert, écouta sa toux, vit le sang, et son visage se figea. Il examina ses poumons, posa des questions sur les sueurs nocturnes, la perte de poids, la fatigue, des choses que j'avais remarquées, mais jamais liées entre elles. « Je veux que vous alliez faire des examens à l'hôpital de Tours. »
dit-il enfin en enlevant son stéthoscope. J'y connais un spécialiste, le docteur Reinhardt. Je l'appelle tout de suite. La salle d'attente était silencieuse pendant qu'il allait téléphoner. Robert était affaissé sur sa chaise, les yeux fixés sur ses mains. Moi, je regardais la neige s'accumuler dans la rue, à travers la fenêtre. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, » dit-il finalement. Ce qui s'est passé avec Sophie, c'était stupide, égoïste. Je ne me retournais pas. Pourquoi elle? Pourquoi ma meilleure amie? Cette question me brûlait depuis que j'avais ouvert cette porte. De toutes les femmes du coin, pourquoi fallait-il que ce soit elle? Robert soupira. Elle était là. Quand tu es partie avec les enfants chez ta mère, je me suis sentie seule. Sophie est venue avec un gratin. Elle a dit qu'elle s'inquiétait, que je devais manger quelque chose de chaud. On a parlé. Elle avait l'air de vraiment s'intéresser à moi, à ce que j'avais à dire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Moi, ça fait 12 ans que je m'intéresse à toi, dis-je, la voix tremblante de colère et de chagrin. Je t'ai écouté, soutenu, aimé. Je sais, murmura-t-il, c'est ce qui rend tout ça encore pire. J'avais tout, et j'ai quand même regardé ailleurs. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, Maggie. Je ne le mérite pas. Avant que je puisse répondre, le docteur revint. Le docteur Reinhardt vous attend lundi matin. Il a dégagé son emploi du temps. Je lui ai dit que c'était urgent. Le week-end passa dans une sorte de brouillard. Robert dormait dans la chambre d'amis. Les enfants sont rentrés, complètement inconscients du séisme qui venait de secouer notre mariage. Je faisais à manger, les aidais pour leurs devoirs, les bordais le soir, tous les gestes habituels de notre quotidien. Mais j'avais l'impression d'avancer dans de la mélasse. Le dimanche soir, une fois les enfants couchés, Robert me rejoignit dans la cuisine. Je pétrissais du pain. C'était mon rituel pour réfléchir. Le geste rythmé me vidait la tête. « Marguerite, » dit-il depuis l'encadrement de la porte, « je dois te dire quelque chose avant demain. » Je ne levais pas les yeux. Je continuais à pétrir. « Quoi? » « Si c'est une mauvaise nouvelle. Je veux que tu saches que je comprendrai si tu veux que je parte. Après ce que j'ai fait, tu ne me dois plus rien. » Je le regardai enfin. Sous la lumière douce de la cuisine, je vis combien il avait maigri. Sa chemise flottait sur ses épaules. Ses joues étaient creusées. « Robert Dubois, » dis-je, la farine s'envolant de mes mains quand je les posais sur mes hanches. Je ne sais pas ce que le médecin va nous dire demain. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de notre mariage. Mais une chose est sûre, je ne prendrai aucune décision sur notre avenir tant qu'on ne saura pas à quoi on est confronté. Tu comprends? Il hocha la tête, un mince sourire apparaissant sur son visage. Oui, madame. C'était le premier moment normal que nous avions vécu depuis que j'avais ouvert cette porte de chambre. Le lundi matin s'est levé clair et glacial. Nous avons roulé en silence jusqu'à Tours, chacun plongé dans ses pensées. Le cabinet du spécialiste se trouvait dans un grand bâtiment en briques, juste à côté de l'hôpital. Le docteur Reinhardt était un homme grand et mince, avec des yeux doux derrière d'épaisses lunettes. L'examen fut minutieux. Prise de sang, radiographie, auscultation des poumons de Robert. Des heures à attendre dans des salles blanches et aseptisées, à feuilleter de vieux magazines, à éviter de croiser le regard de l'autre. Finalement, le docteur Reinhardt nous fit entrer ensemble dans son bureau.
Je n'oublierai jamais ces mots. Monsieur Dubois, j'ai bien peur que la radio montre une masse importante dans votre poumon droit. Vu vos symptômes et l'image obtenue, je crains qu'il ne s'agisse d'un cancer du poumon avancé. La pièce s'est mise à tourner. Le mot cancer. En 1972, ce mot était presque une condamnation à mort, surtout un cancer des poumons, surtout à un stade avancé. « Quelles sont mes chances ?» demanda Robert, étonnamment calme. Le docteur Reinhardt retira ses lunettes et les essuya lentement avec un mouchoir, un geste que je reconnus pour ce qu'il était. Un moment pour choisir ses mots, des mots durs à entendre. « Sans traitement, vous avez peut-être 3 à 6 mois, dit-il, avec une prise en charge agressive, chirurgie, radiothérapie. On pourrait peut-être prolonger jusqu'à 1 an, 2 tout au plus. Je ne vais pas vous mentir, monsieur Dubois. Le pronostic est sombre. 1 an, peut-être 2. L'homme assis à mes côtés, le père de mes enfants, mon mari depuis 12 ans, l'homme qui m'avait blessé si profondément, avait, au mieux, 12 à 24 mois à vivre. Je saisis sa main. Je n'y ai pas réfléchi. Mon geste n'était pas prémédité. Ma main a simplement trouvé la sienne, comme elle l'avait fait des milliers de fois auparavant. « Et maintenant ?» demandai-je au docteur Reinhardt, alors que je sentais les doigts de Robert se resserrer sur les miens. Le trajet du retour n'avait rien à voir avec l'aller. Robert regardait défiler les paysages d'hiver de la Touraine par la fenêtre. Moi, je gardais les yeux sur la route, l'esprit envahi de questions pratiques. Comment payerions-nous les traitements? Que dirions-nous aux enfants? Comment Robert pourrait-il continuer à travailler à la Syrie? « Il faut que tu appelles Sophie, » dis-je enfin, brisant le long silence. La tête de Robert se tourna brusquement vers moi. « Quoi? Il faut que tu l'appelles, » répétai-je. « Dis-lui pour le diagnostic. Termine les choses proprement. »« Marguerite, ce n'est pas pour elle que je te le demande, » le coupai-je. « C'est pour toi et pour moi. Si on affronte ça ensemble, et c'est ce qu'on va faire, je dois être sûr que ce chapitre est bel et bien clos. » Il acquiesça lentement. Il l'est. Le jour où j'ai vu ce sang sur mon mouchoir, j'ai su à quel point j'avais été idiot. Tout ce qu'on avait, et j'ai failli tout perdre pour quelque chose qui ne valait rien. Je regardais la route, mais je sentais les larmes monter. C'était vraiment rien, Rob? Tu as dit que tu l'aimais peut-être. Il resta silencieux longtemps. Si longtemps que je crus qu'il ne répondrait pas. Puis il murmura. J'étais perdu, Mag, flatté par son attention. Mais ce n'était pas de l'amour. Ce que je ressens pour toi, c'est de l'amour. Le fait que tu sois resté à mes côtés aujourd'hui, que tu m'aies tenu la main quand le docteur a prononcé ces mots, malgré tout ce que je t'ai fait, ça, c'est de l'amour. Je me suis rangée sur le bas-côté. Je ne voyais plus rien à travers mes larmes. Toutes les émotions refoulées depuis le samedi sont sorties d'un coup. La trahison, la peur, l'incertitude. Robert tendit la main vers moi, d'abord timidement, puis il me serra contre lui, par-dessus les sièges avant de notre vieille Renault 4. « Je ne veux pas mourir, Mag, » murmura-t-il dans mes cheveux. « Je ne veux pas vous laisser, toi et les enfants. Je suis tellement désolée pour tout. » Je le serrai contre moi pendant qu'il sanglotait, son corps tremblant contre le mien. Dehors, le soleil d'hiver se couchait, projetant de longues ombres sur les champs enneigés.
Le monde était à la fois magnifique et cruel, comme la vie, comme l'amour. On passera à travers ça ensemble, lui promis-je, sans savoir si je pourrais tenir parole. Un jour à la fois. En reprenant la route, je sentis le poids de mon alliance à mon doigt, la même que j'avais failli retirer 2 jours plus tôt. Elle ressemblait maintenant à une ancre dans une mer agitée, un rappel de nos vœux, dans la joie et la douleur, dans la santé et la maladie. Et il y aurait encore beaucoup de douleurs à venir. Mais quand nous sommes rentrés à la maison, prêts à annoncer aux enfants que leur père était malade, je savais avec certitude que je n'étais pas prête à enlever cette bague. Leur parler fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Ce soir-là, nous les avons réunis dans le salon. Ils ont tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. « Papa a des ennuis ?» demanda le petit Thomas, ses yeux bleus pleins d'inquiétude. Je regardai Robert. Comment expliquer un cancer à un enfant de 5 ans? Comment leur dire que leur père ne les verrait peut-être pas obtenir leur diplôme, ni se marier, ni tenir ses petits-enfants dans ses bras? « Je suis malade, mon grand, » dit enfin Robert en le prenant sur ses genoux. « Pas malade comme quand on a un rhume. Les docteurs vont m'aider, mais je devrais aller à l'hôpital de temps en temps. »« Tu vas mourir ?» demanda Claire, d'un ton direct. Elle n'avait que 8 ans, mais elle comprenait déjà tout. Je vis Robert avaler sa salive avant de répondre. « Je vais tout faire pour que ça n'arrive pas, » dit-il. « Mais oui, parfois, des gens meurent et que cette maladie si les traitements ne marchent pas. » Julien, notre aîné de 10 ans, n'avait encore rien dit. Il fixait son père, le visage pâle, les poings serrés sur les genoux. « C'est pas juste, » murmura-t-il enfin. « C'est pas juste du tout. » Il se leva d'un bond et monta les escaliers en courant. La porte de sa chambre claqua. Robert voulut le suivre, mais je posai une main sur son bras. « Laisse-moi faire, » dis-je. Je trouvais Julien la tête enfouie dans son oreiller, les épaules secouées de larmes silencieuses. Je m'assis à côté de lui, posai ma main sur son dos, sentant ses omoplates anguleuses à travers son pyjama en flanelle. « Tu as raison, » soufflai-je. « Ce n'est pas juste. » « Pas du tout. » Il se retourna. Son visage était inondé de larmes. « Pourquoi, papa? Pourquoi c'est pas le papa de quelqu'un d'autre? »« Je ne sais pas, mon chéri, » répondis-je sincèrement. « Parfois, de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes, et on ne sait pas pourquoi. »« Je déteste ça, » dit Julien plein de rage. « Je déteste le cancer. »« Moi aussi, » dis-je. « Mais tu sais quoi? Ton père est fort, et il a quelque chose de très précieux à défendre. Vous 3, et moi. Et ça lui donne plus de chance que beaucoup d'autres. » Je n'étais pas sûre que ce soit vrai, mais j'avais besoin d'y croire. Nous en avions tous besoin. Les mois qui suivirent furent une brume d'examens, de traitements et de tentatives désespérées de préserver un semblant de normalité pour les enfants. Robert subit une opération pour retirer une partie de son poumon droit, suivie de séances de radiothérapie qui l'épuisèrent, le rendirent malade et incapable de reprendre le travail. La Syrie conserva son poste, mais sans salaire, les choses devinrent vite très compliquées. J'ai accepté des commandes de tricot supplémentaires et j'ai commencé à vendre mes créations jusque dans des petites boutiques, jusqu'à Limoges. J'ai aussi pris un emploi du soir au Café Renoir, où je servais dès que les enfants étaient couchés. La mère de Robert venait garder les petits à la maison. Elle s'installait dans le salon avec ses aiguilles
à tricoter, la radio allumée doucement, pendant que les enfants dormaient à l'étage. Un soir d'avril, environ 3 mois après le diagnostic de Robert, je suis rentrée du café et j'ai trouvé ma belle-mère endormie dans le fauteuil. La radio diffusait encore une valse douce. Je l'ai réveillée doucement et l'ai raccompagnée chez elle. Puis je suis montée voir Robert. Il était éveillé, assis dans notre lit, un cahier sur les genoux, éclairé par la lumière tamisée de la lampe de chevet. Cela faisait environ 1 mois que nous dormions à nouveau dans la même chambre. Depuis son coup de fil à Sophie le jour de sa consultation, nous n'avions plus prononcé son nom. Certaines blessures guérissent mieux dans le silence, ai-je appris. « Pourquoi tu ne dors pas ?» demandai-je en m'asseyant au bord du lit. Il me montra le cahier. Il était rempli de lettres, une pour chacun des enfants, à différents âges. 16 ans, 18, 21, pour leur mariage. Et une pour moi aussi. Juste au cas où, dit-il simplement. Ma gorge se serra. Tu ne vas nulle part, Robert Dubois. Pas si j'ai mon mot à dire. Il acquiesça. Mais si jamais, je veux qu'ils sachent ce que j'aurais voulu leur dire, si j'avais été là. Je regardais les pages, son écriture familière sur les lignes. Mon grand bûcheron de mari, préparant un avenir auquel il ne serait peut-être pas présent. « Tu veux lire la tienne ?» demanda-t-il en me tendant une enveloppe fermée. Je secouai la tête. « Pas encore. Pas tant que... » Je n'arrivais pas à finir ma phrase. Il comprit. Pas tant qu'il ne serait pas parti. « Comment s'est passée ta soirée ?» demanda-t-il ensuite, pour changer de sujet. Je poussai un gémissement en retirant mes chaussures. Épuisante. Il y avait un congrès en ville. Le café Renoir était bondé. Bon pour les pourboires, j'espère? Je sortis une liasse de billets de ma poche et les comptai. 34 € ce soir. Tu ne devrais pas avoir à faire ça, Maggie, dit-il, le visage marqué par la culpabilité. Travailler toute la journée, puis la moitié de la nuit encore. Toi aussi, tu es épuisé, lui dis-je en l'embrassant sur le front. Et toi, tu te bats contre un cancer. Alors je peux bien servir quelques assiettes de hachis parmentier. Mais la vérité, c'est que j'étais au bout du rouleau, éreintée jusqu'à l'âme. Entre les soins pour Robert, 2 emplois, et tenter d'être à la fois mère et père pour les enfants, j'étais complètement vidée. Le dimanche suivant, quelque chose d'inattendu se produisit. Depuis le diagnostic, nous étions retournés à l'église, plus pour la communauté que pour la foi. Le pasteur Delorme venait de terminer son sermon quand il demanda à l'assemblée de rester assise un instant. « Comme beaucoup d'entre vous le savent, dit-il, notre frère Robert Dubois mène un combat contre le cancer depuis plusieurs mois. La famille Dubois est pour nous tous un exemple de courage et de foi en des temps difficiles. Mais aujourd'hui, ils ont besoin de nous. » Je sentis Robert se raidir à côté de moi. Il avait toujours été fier, jamais du genre à demander de l'aide. Nous avons mis en place un planning, poursuivit le pasteur. Les hommes de la paroisse se relaieront pour aider avec les petits travaux à la maison. Les femmes ont organisé un planning de repas pour que Marguerite n'ait plus à cuisiner après ses longues journées. Les larmes me montèrent aux yeux quand il raconta ensuite que l'école du dimanche avait récolté des dons pour aider à couvrir les frais médicaux et que les jeunes s'étaient portés volontaires pour garder les enfants quand ce serait nécessaire. Voilà ce que signifie une communauté, conclut-il,
porter ensemble ce que certains ont trop longtemps porté seuls. Après la messe, les gens vinrent vers nous, ils nous étreignaient, nous serraient la main, nous adressaient des paroles de soutien. Madame Piquet me glissa un gratin entre les mains. Monsieur Laurent dit à Robert qu'il passerait mardi réparer la fuite sur le toit, un problème qui nous échappait depuis des mois. Sur le chemin du retour, Robert était silencieux. Il regardait défiler les arbres et les champs. « Ça va ?» demandai-je en cherchant sa main sur la console centrale. « Je n'aurais jamais cru, » dit-il d'une voix enrouée. « Jamais cru que les gens pourraient encore se soucier de nous. Pas après tout ce que j'ai fait. » Je serrai doucement sa main. « Ils ne savent rien de Sophie, Robert. »« Mais toi, tu sais, » dit-il en se tournant vers moi. « Et tu es toujours là. Tu es encore à mes côtés. »« Je ne te mérite pas, Maggie. »« Peut-être pas, » dis-je avec un petit sourire. « Mais tu m'as quand même. » Le soutien de notre communauté changea tout dans les mois suivants. L'aide concrète était essentielle, bien sûr, mais plus encore, c'était de ne plus se sentir seul. Le poids émotionnel devenait plus léger, réparti sur d'autres épaules que les miennes. À l'approche de l'été, Robert termina enfin ses séances de radiothérapie. Les médecins restaient prudemment optimistes. La tumeur avait considérablement diminué. Robert était toujours faible, toujours trop maigre, mais il avait retrouvé un peu de couleur aux joues, et il pouvait jouer avec les enfants, sans être aussitôt essoufflé. En juillet, une vague de chaleur frappa la France et poussa tout le monde vers l'ombre ou les lacs. Un dimanche après la messe, nous avons emmené les enfants au lac de Saint-Pardoux. Nous avons étendu notre couverture sous un grand érable au bord de l'eau. Je regardais Robert marcher avec Thomas dans les eaux peu profondes, tenant notre petit dernier par les mains, pendant qu'il sautillait au-dessus des vaguelettes. Claire, plus loin, construisait un château de sable impressionnant, la langue sortie dans un geste de concentration. Julien, toujours aventurier, nageait plus loin dans le lac et criait parfois pour que son père regarde ses plongeons. 1 an plus tôt, cette scène aurait semblé banale, une journée en famille au bord de l'eau. Mais aujourd'hui, c'était un miracle. Chaque instant comptait. Chaque rire était un cadeau. En sortant notre pique-nique, je vis Sophie marchant au bord de l'eau avec son mari François. Il vivait dans le village voisin, mais je ne l'avais pas revue depuis ce jour d'hiver où elle avait quitté notre maison. Elle nous aperçut, se figea un instant, puis détourna François rapidement dans une autre direction. Robert, qui venait de sortir de l'eau avec Thomas, suivit mon regard et la vit aussi. Une ombre passa sur son visage. « Elle ne revient presque plus au village !» dis-je alors qu'il s'asseyait à côté de moi sur la couverture. Sa mère dit qu'elle passe ses week-ends chez sa sœur à Bordeaux. Robert hocha la tête, les yeux rivés sur le virage où elle avait disparu. « Tu vas bien ? Tu veux dire de l'avoir vue ?» Je pris un moment pour réfléchir. Est-ce que j'allais bien ? Est-ce que ça faisait encore mal, comme une lame qu'on vous enfonce ? Je m'en sors, répondis-je honnêtement. Parfois je suis en colère, parfois triste, mais la plupart du temps, je suis juste reconnaissante. Reconnaissante ? demanda-t-il surpris. Reconnaissante d'être ici. Ensemble ? Que tu ailles mieux ? Que les enfants soient heureux ? Je le regardai droit dans les yeux. Ce qui s'est passé avec Sophie a failli nous détruire. Mais ensuite, il y a eu le cancer. Et aussi fou que ça paraisse, ça nous a ouvert les yeux. Il prit ma main. Nos doigts s'entrelacèrent.
Je te le promets, Marguerite. Si je m'en sors, quand je m'en sors, je consacrerai chaque jour à me racheter auprès de toi. Tu le fais déjà, répondis-je, et je le pensais. Ce soir-là, une fois les enfants endormis, Robert et moi étions assis ensemble sur le banc à bascule de la véranda, regardant les lucioles danser dans la nuit. L'air était encore chaud, imprégné du parfum des fleurs d'été et de l'herbe fraîchement coupée. « Tu te souviens du bal des moissons ?» demanda soudain Robert. « Quand on avait 17 ans. » Je souris en repensant à ce souvenir. Quand tu as enfin trouvé le courage de m'inviter à danser après m'avoir fixé toute la soirée? Il rit Ardo. J'étais terrorisée à l'idée que tu dises non. J'y ai presque pensé, avouai-je. Julie Martin m'avait dit que tu avais embrassé Chloé derrière le gymnase la semaine d'avant. C'est faux, protesta Robert aussitôt. Chloé l'aurait bien voulu, mais moi, mon cœur t'appartenait depuis le premier jour de la seconde. Je posais ma tête sur son épaule, pensant à combien nous étions jeunes, pleins de rêves et de projets. On a eu une belle vie, hein, malgré tout. La plus belle, répondit-il doucement. Et elle n'est pas terminée, Marguerite, loin de là. Je voulais tellement y croire. Les médecins étaient prudemment optimistes, oui. Mais ils avaient aussi été clairs. Ce type de cancer des poumons avait un fort risque de récidive. Même s'il était en rémission, l'épée de Damoclès était toujours suspendue au-dessus de nous. Mais ce soir-là, balancé sur notre véranda, entouré de lucioles dans l'air d'été, j'ai choisi l'espoir. J'ai choisi de croire qu'il y aurait encore d'autres étés, d'autres danses, d'autres années ensemble. J'ai choisi de croire que l'amour pouvait, parfois, tout vaincre. Parfois, ce sont ces moments-là qui nous redonnent foi en l'humanité, n'est-ce pas? En août, le contrôle semestriel de Robert était prévu. Je me souviens encore de la tension dans la voiture pendant que nous roulions vers Limoges, silencieux, chacun plongé dans ses pensées. Les « et si » flottaient entre nous comme des nuages d'orage. Et si le cancer était revenu? Et si ce répit n'avait aucune illusion? Quoi qu'il arrive, dit Robert alors qu'on entrait sur le parking de l'hôpital, ces derniers mois ont été un cadeau. Toi et les enfants, vous êtes ma raison de me battre. Je lui pris la main et la serrai fort. Et on n'a pas fini de se battre. Le cabinet du docteur Renaud n'avait pas changé. Les mêmes murs beiges, les mêmes chaises inconfortables, les mêmes vieux magazines. Mais cette fois, les nouvelles étaient différentes. Les radios sont excellentes, Monsieur Dubois, dit le docteur avec un sourire rare, en accrochant les clichés lumineux sur le panneau. Je ne vois plus aucune trace de la tumeur, et vos analyses sanguines sont également encourageantes. Je sentis la tension quitter mon corps, et je m'accrochai au bras de Robert pour ne pas chanceler. « Je suis guéri ?» demanda-t-il prudemment, comme s'il avait peur d'espérer. Le sourire du médecin se fit plus mesuré. Je préfère ne pas employer ce mot. Pour un cancer pulmonaire, on ne parle de guérison qu'après 5 ans sans rechute. Mais c'est très positif. Je veux vous revoir dans 3 mois pour une nouvelle imagerie, ou plutôt si vous avez de nouveau des symptômes, comme la toux, des douleurs thoraciques ou un essoufflement. 3 mois. Un souffle de répit, une chance de respirer à nouveau. En quittant l'hôpital, la lumière de fin d'été semblait plus claire que jamais, le monde plus vivant. Nous nous sommes arrêtés dans un petit routier pour déjeuner,
Une célébration modeste. Je veux reprendre le travail, dit Robert en remuant sa boisson avec une longue cuillère en métal. Le docteur Renaud dit que je peux recommencer doucement. Monsieur Laurent de la Syrie m'a proposé de revenir au bureau, le temps que je sois assez fort pour reprendre les machines. J'observais son visage, encore amaigri, mais avec des couleurs aux joues, des étincelles dans les yeux. « Tu es sûr d'être prêt ?» Il hocha la tête, déterminé. « Je dois pouvoir à nouveau subvenir aux besoins de ma famille, Marguerite. Tu nous as portés assez longtemps. On s'est portés mutuellement, le corrigeai-je doucement. Le regard qu'il me lança alors était si plein d'amour et de gratitude qu'il me coupa le souffle. Oui, dit-il, c'est vrai. En septembre, nous avons trouvé un nouveau rythme. Robert travaillait à temps partiel au bureau de la Syrie, et moi je continuais 3 soirs par semaine au Café Renoir. Non plus par nécessité, mais parce que j'y prenais goût, à l'indépendance que cela m'apportait. Les enfants avaient repris l'école, grandissaient, s'épanouissaient, malgré l'ombre qui avait longtemps plané sur notre maison. Un soir de fin septembre, je suis rentrée et j'ai immédiatement senti que la maison était anormalement silencieuse. Pas de radio, pas de voix d'enfant, juste le silence. « Robert ?» appelai-je, la panique montant. « Les enfants sont chez maman, Marguerite », répondit-il depuis le jardin. Je traversai la cuisine et m'arrêtai, stupéfaite. Notre jardin avait été transformé. Des guirlandes de petites lumières blanches pendaient entre les arbres, illuminant doucement le crépuscule. Au centre, une petite table dressée, avec notre plus belle vaisselle, celle de notre mariage, réservée aux grandes occasions. Robert se tenait là, vêtu de son costume du dimanche, les cheveux soigneusement coiffés. Dans ses mains, une petite boîte, enveloppée dans un papier argenté. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demandai-je, avançant dans le jardin encore en tablier, soudain consciente de la tache de café dessus. « Un anniversaire, » dit-il. « Enfin, d'une certaine manière. » Je fis le calcul rapidement. Notre anniversaire de mariage, c'est en avril. Les anniversaires des enfants sont répartis sur l'année. Quel genre d'anniversaire? Aujourd'hui, cela fait exactement 7 mois que tu m'as surpris avec Sophie, dit-il doucement. 7 mois depuis le jour où tu avais toutes les raisons de me mettre dehors, d'enlever ta bague. Et 7 mois depuis que tu as choisi de rester, malgré tout. Les larmes me montèrent aux yeux. Robert. Les enfants dorment chez maman ce soir, poursuivit-il. Je voulais qu'on ait cette soirée, rien que pour nous, pour célébrer le fait que je suis encore là, que nous sommes encore là. Il me tendit la boîte argentée. À l'intérieur, un collier fin en argent, avec un pendentif en forme de cœur, serti de minuscules diamants qui reflétaient la lumière des guirlandes. « Ce n'est pas grand-chose, » dit-il presque gêné. « J'ai mis de côté depuis quelques mois. Je voulais t'offrir quelque chose, pour te montrer. » Je l'interrompis par un baiser, le pendentif serré dans ma main. Quand nous nous séparâmes, un peu essoufflés tous les deux, je murmurai « C'est magnifique, mais tu n'étais pas obligé. » « Je le voulais, » dit-il en attachant le collier autour de mon cou. « Je voulais que tu aies quelque chose pour te rappeler chaque jour combien je t'aime, combien je suis reconnaissant pour ton pardon. » Ses doigts frôlèrent ma peau en fixant le fermoir. Je fermai les yeux. Je ne suis pas restée parce que je suis une sainte, Robert. Je suis restée parce que je t'aime,
parce que je veux être sur ce banc avec toi dans 50 ans, regardant nos petits-enfants jouer dans ce jardin. 50 ans, répéta-t-il en se plaçant devant moi. Ça me va. Il tendit la main. M'accorderais-tu cette danse, Madame Dubois? Il n'y avait pas de musique. Mais ce n'était pas grave. Nous avons valsé doucement sous les étoiles et les lumières scintillantes, l'air empli du parfum des feuilles d'automne, blottis l'un contre l'autre. Je repense souvent à ce jour, dit Robert après un moment, sa joue contre mes cheveux. À quel point tout aurait pu être différent si tu n'étais pas rentré plus tôt ce jour-là. Je le regardais, intrigué. Que veux-tu dire? Si tu ne m'avais pas surprise avec Sophie, je ne serais peut-être jamais allée chez le médecin quand j'ai commencé à cracher du sang. J'aurais pu le cacher, faire comme si de rien n'était, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Sa voix se brisa. Que tu sois rentrée ce jour-là a peut-être sauvé ma vie, Marguerite. Je n'y avais jamais pensé ainsi. Le pire jour de ma vie, celui où j'ai découvert la trahison de mon mari, était peut-être aussi celui qui l'avait sauvé. Parfois, ce sont nos pires moments qui nous conduisent là où nous devons être. Dis-je pensivement, si tu n'étais pas tombé malade, peut-être qu'on ne se serait jamais rapproché de nouveau. J'aurais trouvé un moyen, dit-il fermement. Avec ou sans cancer, j'aurais tout fait pour toi, pour nous. Il m'aurait juste fallu plus de temps pour regagner ta confiance. Mais je te fais confiance, réalisai-je en prononçant les mots. Et c'était vrai. La douleur de sa trahison était toujours là, mais comme une cicatrice, plus une plaie ouverte, la confiance était revenue. Pas l'innocente confiance de nos jeunes années, mais une confiance profonde, une confiance forgée par le feu, rendue plus forte parce qu'elle avait été brisée, puis reconstruite. Nous avons dansé jusqu'à ce que la fraîcheur tombe, puis sommes rentrés dans la chaleur de la maison que nous avions construite ensemble. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le diagnostic, nous avons fait l'amour sans l'ombre de la mort au-dessus de nous, sans cette peur que chaque caresse puisse être la dernière. Ensuite, allongé dans la lumière de la lune qui traversait la fenêtre de notre chambre, je lui ai posé la question qui me hantait depuis des mois. Si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu changerais quelque chose? Pas l'infidélité, ajoutai-je vite. La maladie. Est-ce que tu voudrais ne jamais être tombé malade, si tu en avais le choix? Robert resta longtemps silencieux, si longtemps que je crus qu'il s'était endormi. Puis il se tourna vers moi, son regard perdu dans ses pensées. Ça va peut-être te sembler fou, mais non. Je ne crois pas, dit-il lentement. Avant la maladie, je prenais tout pour acquis. Toi, les enfants, ma santé, ma vie. Je vivais en pilote automatique, Marguerite. Cette histoire avec Sophie, c'était juste un symptôme de tout ça. Je cherchais quelque chose pour me sentir vivante à nouveau, parce que je ne voyais plus la valeur de ce que j'avais déjà. Il caressa doucement ma joue du bout des doigts. Le cancer m'a réveillée. Il m'a montré ce qui compte vraiment. Il m'a appris à chérir chaque lever de soleil, chaque instant avec les enfants, chaque sourire de toi. Si c'est ce qu'il fallait pour me sortir de cette torpeur, alors je ne peux pas le regretter. Je compris ce qu'il voulait dire, même si cela paraissait fou de penser que quelque chose de bon pouvait émerger de tant d'ombre. Et pourtant, nous étions là, notre lien plus fort que jamais,
notre amour plus profond, notre regard sur la vie plus clair, justement à cause de tout ce que nous avions traversé. Les mois passèrent. Les contrôles de Robert continuaient à apporter de bonnes nouvelles. Il retrouva ses forces et reprit finalement son poste à la scierie, à temps plein. Je continuais à travailler au Café Renoir et je découvris que j'avais un certain talent pour l'organisation. Au printemps 1973, on me proposa le poste d'adjointe à la direction. Les enfants s'épanouissaient. Jérémy s'inscrivit au baseball, Rose découvrit une passion pour la peinture, et le petit Thomas fit sa rentrée en maternelle, fier comme un coq avec sa boîte à goûter remplie de cow-boys. La vie reprenait son cours, comme elle le fait toujours, avec ses hauts et ses bas, ses petits miracles et ses tracas du quotidien. Nous n'avons jamais oublié à quel point nous étions passés près de tout perdre, par l'infidélité de Robert et par sa maladie. Cette prise de conscience fit que nous avons appris à cultiver notre mariage avec attention, à ne plus jamais nous considérer comme acquis. Nous avons instauré de petits rituels, ne serait-ce qu'un café ensemble à la cuisine, une fois les enfants couchés. Nous avons appris à dire les choses avant qu'elles ne pourrissent, à pardonner les petites erreurs et à célébrer les réussites, même les plus modestes. Et tout ce temps-là, je n'ai jamais retiré mon alliance, cette simple bague en or que j'avais failli enlever ce jour d'hiver 1972. Elle est restée à mon doigt pendant les jours les plus sombres du traitement de Robert, pendant la reconstruction lente de notre confiance, pendant les années de rémission qui ont suivi. Elle y est encore, usée par presque 50 ans de vie commune, comme l'amour qu'elle symbolise. Érodée, oui, mais plus solide que jamais, forgée par les épreuves que nous avons surmontées ensemble. Il y a 8 ans, nous avons fêté nos 50 ans de mariage, entourés de nos enfants, de nos petits-enfants, et même de 2 arrière-petits-enfants. Le cancer n'est jamais revenu. Les médecins parlent d'un miracle. Nous parlons d'un cadeau. Sophie a déménagé dans le sud en 1974. J'ai appris qu'elle s'était séparée de François, puis remariée quelques années plus tard. J'espère qu'elle a trouvé la paix. Avec le temps, j'ai pu lui pardonner complètement. J'ai compris que nous faisons tous des erreurs, que chacun de nous cherche de l'amour, de la connexion, parfois au mauvais endroit. Et aujourd'hui, à 78 ans, quand je repense à ce terrible jour d'hiver où j'ai surpris mon mari avec une autre femme, je vois comment ce moment-là a déclenché une série d'événements qui ont sauvé non seulement sa vie, mais aussi notre mariage. Comment la trahison la plus profonde a ouvert la voie à la guérison la plus authentique. Comment le pardon fut non seulement un cadeau que j'ai fait à Robert, mais aussi un cadeau que je me suis fait à moi-même. On dit que les alliances sont des symboles d'amour éternel. La mienne est bien plus que cela. Elle est le symbole d'un choix. Le choix de rester quand partir aurait été plus facile. Le choix de pardonner quand la colère semblait plus simple. Le choix de continuer à choisir l'amour, chaque jour, dans les bons comme dans les pires moments. C'est pour cela que je n'ai jamais enlevé cette bague. Et après toutes ces années, je ne le ferai jamais. Merci de m'avoir écouté. Si mon histoire vous a touché, si vous vous y reconnaissez d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à laisser un commentaire, car en partageant nos récits, nous nous rejoignons au-delà du temps et de la distance. Que Dieu vous bénisse. Et souvenez-vous,
parfois, le jour le plus sombre de votre vie est aussi le début de votre plus grande bénédiction.